Merci beaucoup, Dr Abbassi. Je suis très contente d'être parmi vous. Je remercie la SER, notamment mon ami Dr Nassar Kautsar et mon ami aussi Dr Janani. Alors, c'est toujours avec un grand plaisir qu'on partage quelque chose qui sort un peu de ce qui est habituel, tout ce qui est médicamenteux, pour parler de quelque chose qui est intégré dans la prise en charge holistique, l'activité physique adaptée et la lombalgie chronique commune. Alors avant de commencer, parce que j'ai essayé de mettre un fil conducteur pour répondre à deux questions, la théorie et puis en pratique, je voudrais qu'on nous mette d'accord sur les différences qui existent et quelques nuances. On parle de l'activité physique lorsque on a un muscle strié-squelettique qui se contracte, à différencier du sport. Donc, on ne peut pas limiter l'activité physique dans une activité sportive. C'est la confusion habituelle, classique. Alors, l'activité physique adaptée, c'est lorsqu'on adapte aux limitations fonctionnelles, psychologiques, etc. Aussi, il y a une confusion entre sédentarité et inactivité. Ça, c'est très important parce qu'on peut être complètement sportif et sédentaire. Donc, sédentaire, c'est lorsqu'on est assis pendant 24 heures, bon, pendant la journée, plus de 7 heures. L'inactivité physique, c'est lorsqu'on ne remplit pas les critères de l'OMS que vous connaissez certainement. Alors, de la théorie à la pratique, commençons par la théorie. Alors, j'étais un peu perdue entre les différentes recommandations et j'ai choisi de vous parler essentiellement des recommandations de la Haute Autorité de Santé française 2024. Je vous conseille vivement de les lire. Donc, il y a les recommandations américaines pour les praticiens généralistes où on revient sur l'importance de l'activité physique comme traitement de première intention. Donc, ça, c'est indiscutable. C'est pour la douleur, c'est pour la fonction. On parle de tout ce qui est esprit-corps, tai chi, etc. Les programmes multidisciplinaires très importants. L'activité physique. Et puis, il y a une notion qui est très importante qui revient à chaque fois. C'est le slogan d'ailleurs de l'OMS, c'est « Restons actifs ». Tout le monde devrait être actif, quel que soit l'âge, quelle que soit la condition physique, quel que soit le contexte. Donc ça, c'est le slogan de l'OMS. Si on reprend le rapport INSERM 2019, là aussi, donc c'est indiscutable, l'activité physique devrait faire partie de l'algorithme ou bien de tout ce qu'on prescrit pour nos patients parce que c'est prouvé que ça marche aussi bien pour la douleur et la fonction. Ça devrait être structuré, ça peut être supervisé ou non, ça dépend du cas de patient. Et puis là aussi, regardez, quel que soit le stade, l'activité ou la sévérité de la maladie. Alors dans ce rapport de 2019, qui est quand même d'une centaine de pages, on revient sur la lombalgie et regardez le niveau de preuve A et B, c'est-à-dire pour dire que ça marche pour la lombalgie. Alors pour l'HAS, il y a le rapport 2019 classique. Je vous ai mis 2 diapos sur ça pour rappeler les 4 types de drapeaux, rouge, jaune, bleu et noir. Mais surtout, on va voir ce que dit l'HAS en 2024. La prescription qui est détaillée avec les études, etc. Bien sûr, on ne va pas nous noyer dans les études. J'ai utilisé l'intelligence artificielle, mon ami ChatGPT, pour faire des tableaux parce que ça sert, c'est vrai, de donner un article et puis une structure et vérifier toujours. Ça, c'est important. Alors, la prise en charge non médicamenteuse de première intention, bien sûr, on écarte tout ce qui est avec drapeau rouge. Nous sommes d'accord que la lombalgie chronique, il faut éliminer le raisonnement clinique et puis éliminer tout ce qui est grave et rester dans la case de la lombalgie chronique commune, donc les choses qu'on connaît tous, avec le côté psychologique, le côté travail, conflit d'intérêt, etc. Et là, qu'est-ce qui sort? C'est des choses qu'on connaît, c'est-à-dire remettre le patient pour rester actif. Donc, ce n'est pas l'idée ancienne, reposer, etc. Donc, c'est le contraire. Il faut que le patient reprenne l'activité le plus tôt possible. Ça, c'est important. L'activité physique devrait être adaptée.
Et là, on va la détailler, c'est l'objet de notre topo. Elle doit être progressive, fractionnée, adaptée, ça c'est important. Et puis, ne pas abuser des séances de kinésithérapie, notamment les séances de kinésithérapie où le patient devient passif. Il a envie d'être massé, d'être étiré, lui, il ne fait rien. Bien sûr, ça ne va pas arranger la caisse sociale et ça ne peut pas arranger non plus le fait de sortir le patient de ce cercle de chronicité. Alors, je vous invite à lire l'article 2024 où l'activité physique adaptée revient comme traitement de première intention. Donc, on ne va pas rentrer dans la physiopathe, mais ça module les voies de douleur, la sensibilité centrale. Ça permet de restructurer, parce qu'il y a un déséquilibre musculaire, les fonctions musculaires. Puis le lien entre le rachis lombaire et le pelvis aussi, il faut que ça se dépasse la prescription classique parce que nous sommes dans une activité physique qui va prévenir le déconditionnement physique et psychologique. Donc, c'est un patient qui risque d'avoir une désinsertion socio-professionnelle. Donc, d'où l'importance de taper fort au début et d'être plus à l'écoute, l'empathie. Alors, si on perd une demi-heure dans un entretien motivationnel, c'est pas une perte du temps en fait, on est en train de gagner la qualité de vie du patient et surtout de le garder comme membre actif dans la société. Alors le renforcement, très important, la stabilisation segmentaire, donc important, les exercices, on reviendra en détail sur les exercices, les différents types d'exercices parce que il y a les exercices de renforcement qui sont très importants, les exercices d'équilibre, certes, et puis les exercices de coordination entre le rachis lombaire et le pelvis. Et puis, ce qui marcherait le plus, c'est le fait de combiner. Donc, combiner, et on va dans une prise en charge multidisciplinaire lorsqu'on a un patient qui a des critères de passer à la chronicité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va vivre, qui risquerait de garder cette lombalgie chronique pendant le reste de sa vie. Réduire la douleur, certes, ça sert à ça. Restaurer la fonction. Alors, il y a des choses qu'on va détailler, c'est-à-dire la progressivité, le fait que ça soit individualisé. Tout à l'heure, le professeur McKinsey a parlé du personnalisé. Donc, la médecine personnalisée, on ne va pas traiter le patient X comme le patient Y, ça c'est important, même s'il y a des ordonnances types, mais je lancerai une petite réflexion sur ça. Revaloriser le moment et puis rester actif autant que possible. Donc, si on décortique ces messages, vous avez le renforcement musculaire, par exemple, le gainage ventral, la planche, le pont fessier. Alors ça permet de renforcer les muscles du tronc. Donc, on n'est pas uniquement dans les chaînes postérieures, mais nous sommes aussi dans les muscles lombaires et les abdominaux profonds. Sans oublier quelque chose qui est souvent oublié, qui sont les muscles pelviens. Donc, les muscles pelviens, par exemple, le pont fessier, le travail du transverse, le plancher pelvien, là aussi, c'est quelque chose, un ingrédient qui est indispensable. Le contrôle moteur, donc le fait de basculer le pelvis, d'activer le transverse, des exercices sur le ballon, on sait très bien qu'on conseille les patients qui sont en lombalgie chronique de se mettre sur un ballon d'équilibre, de faire des exercices. Alors ça sert, c'est un exercice qui est intéressant pour le contrôle moteur. Et puis, lorsqu'on parle de l'endurance, donc on peut penser facilement à la marche, à l'ergocycle, mais aussi la course, les exercices aquatiques. Donc, on rentrera dans les détails tout à l'heure, mais ici, il y a des critères pour dire attention, il faut que ça soit bien fait. Et puis là aussi, attention, est-ce que le patient a une bonne condition physique ou bien c'est un patient qui est déjà déconditionné. Et à ce moment-là, on va être plus souple, on va s'aider avec les exercices aquatiques. Alors, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on parle des exercices d'endurance, il faut que ça soit au moins modéré. Alors, pour dire modéré, élevé ou faible, là, je vous expliquerai tout à l'heure plus de détails, notamment l'échelle de perception de la sévérité, bien de l'intensité de l'exercice, comme l'échelle de Borg, comment on utilise la fréquence cardiaque maximale. Tout ça pour dire que
il faut être dans une endurance qui est modérée. Le plus logique, c'est de combiner l'endurance avec le renforcement. Et puis, ça ne sert à rien de passer dans des exercices haute intensité. Ça risque d'être délétère pour le rachis. Alors, si on parle des exercices qui combinent le corps et l'esprit, notamment le yoga, tai chi et pilates, ils ont de l'effet, mais il ne faut pas forcer pour les exercices de yoga. Alors, ceux qui la pratiquent vous parlent des positions acrobatiques qui ne sont pas supportées par le rachis. Là aussi, il y a des règles à respecter pour s'adapter à, on va dire, à la situation de chaque patient. Donc, le tai chi, le contrôle du mouvement, puisqu'on est dans des mouvements qu'on va faire de manière très lente, donc, et on maîtrise la respiration, ça c'est important. Et pour les pilates, là, il faudrait quand même qu'il y ait un coach qui est capable d'encadrer des séances de pilates pour un lombalgique chronique. Donc finalement, ces exercices corps-esprit, ils permettent et le contrôle postural, mais aussi la respiration qui est important puisqu'on va parler de la respiration profonde, la respiration diaphragmatique, donc comment renforcer ce diaphragme pilier entre thorax et pelvis, et puis ça complète de manière efficace les exercices d'endurance et du renforcement. Alors une question classique pour les patients, quel sport, qu'est-ce que je fais? Donc dans ces recommandations, bien dans cette mise au point HAS 2024, nous avons une page qui fait le tour avec beaucoup de publications pour dire voici ce qui serait recommandé et voici ce qui serait déconseillé ou bien à faire avec des précautions. Si on prend la natation, alors la natation, bon, ça sera à chaque fois, avec la natation, bon, ça c'est une autre discussion, est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est uniquement la natation? Donc, bien sûr que c'est pas uniquement la natation. Au contraire, là, ça va rentrer dans l'entretien motivationnel. Le patient, il va vous dire, moi, j'ai entendu parler de la natation, mais j'ai pas les moyens, je peux pas, etc. Donc, c'est parmi les sports qui seraient à conseiller. En ouvrant cette précision, cette parenthèse pour dire que attention aussi de natation papillon parce que ça va donner une situation d'hyperpression pour les muscles spinaux et l'hyperlordose et ça peut donner des troubles de spondylolisthésie et l'aggravation de la lombalgie. La marche, là aussi, un exercice qui est gratuit d'abord, qui est facile, qui est adapté à tout le monde et qui peut être fait à domicile. On en a tous fait pendant la Covid, à domicile, sur une chaise. C'est ce qu'on conseille à nos patients qui ont des limitations fonctionnelles importantes. Et différents types de marches, la marche silencieuse, la marche afghane, la marche nordique, où on utilise les bâtons et ça va encore soulager le rachis. Donc le vélo, je vous montrerai deux messages par rapport au vélo, notamment comment adapter la selle, comment adapter l'inclinaison du tronc. Donc, tai chi, oui, surtout pour les sujets âgés ou déconditionnés. Encore faut-il trouver un coach qui saurait vous faire le vrai tai chi, comme ce qu'on voit sur les vidéos, où on maîtrise vraiment le geste, la technique très fine. Le golf, je montrerai pour le backswing comment il faudrait réduire le backswing pour éviter les torsions et la reprise des douleurs, les poussées aiguës chez les lombalgiques. Et pour le judo, alors il faut éviter les chutes répétées et les torsions brusques. Avec précaution, alors l'équitation, il faut faire attention parce qu'on est assis pendant une longue période à cheval et la posture prolongée en extension avec les micro-vibrations, ça risque de déclencher les poussées, donc à éviter en période douloureuse aiguë. Les sports de combat, alors nous sommes entourés par des jeunes qui se mettent au MMA et compagnie, donc ça devient, on va dire, un peu la mode. Alors j'ai mon fils qui a commencé, c'est catastrophique comment il fait les gestes et on ne comprend pas quels seraient les risques pour ces jeunes
qui font des sports parfois non contrôlés. Donc, si on prend un lombalgie chronique, les sports de combat, les arts martiaux classiques, judo, aikido, ça va, mais le reste, il faut faire attention. Alors, la course à pied, alors ceux qui la pratiquent savent très bien qu'il faut faire attention à la chaussure, selon qu'on est pronateur, supinateur, le type de sol, etc., parce que ça augmente quand même le choc, ça multiplie pratiquement x 7 lorsqu'on fait de la course. Donc, il faut faire attention à la qualité du sol et la qualité des chaussures. Le tennis, il faut adapter la technique. Je montrerai tout à l'heure qu'il y a 2 messages par rapport au tennis. Alors, en pratique, moi, j'ai envie de vous parler de 3 messages. Parce que on n'arrête pas de voir de manière très courante les lombalgies chroniques, beaucoup d'idées reçues, beaucoup de peurs, la kinésiophobie, beaucoup de choses qui circulent. Donc, comment convaincre nos patients à reprendre l'activité physique et comment le faire avec un message scientifique simple, correct et à jour. Et puis, si vous avez un patient qui est sportif, qui pratique tel ou tel sport, il faudrait maîtriser le langage du sport que fait le patient. Donc, l'ordonnance type, est-ce que vraiment on pourrait faire une ordonnance type? J'ai une proposition à vous présenter. Et puis, là aussi, je reviens sur ce point parce que ça nous tient à cœur pour pouvoir expliquer des choses correctes pour le patient. Il faudrait qu'on comprenne la biomécanique du geste sportif. Donc, l'ergonomie du geste sportif. Alors, j'ai vu qu'il y a une conférence sur l'ergonomie du dos qui viendra juste après. Je vais pas monopoliser l'ergonomie, mais je vous parlerai quand même de quelque chose pour l'ergonomie du geste sportif. Alors, l'entretien motivationnel, il faudrait vraiment qu'on s'y mette. Il faudrait qu'on connaisse et qu'on maîtrise. Bon, on le fait de manière intuitive, mais il y a des règles, il y a des formations, il y a des experts pour changer le comportement du patient. Alors, nous sommes en contact avec une équipe qui fait le réseau international de la médecine comportementale et on a assisté à quelques formations. Ça sort quand même de l'ordinaire. Donc, faire un entretien motivationnel sur un comportement de sédentarité et passer pour être efficace et rendre le patient qu'il adhère à son projet thérapeutique, parce que ce qui se passe, c'est que le lombalgie chronique, il va commencer, puis il va s'arrêter. Donc, comment garder cette motivation? Donc, en plus de l'accueil, etc., d'être dans l'écoute et pas dans le jugement, etc., et puis identifier les motivations et puis renforcer l'engagement, ça c'est important. Donc, il faut créer la confiance, comprendre les freins, il faut être à l'écoute, faire émerger les désirs de manière très, très, très rapide et puis co-construire un pas. Il faudrait qu'il y ait un commencement. C'est ça, il faut débloquer la situation et déconstruire, co-construire un pas. Avec des mots simples, haraka baraka, ça marche avec nos patients. Il faudrait leur parler des risques de la sédentarité. Les risques de la sédentarité, les risques de morbimortalité, le fait d'être sportif ne veut pas dire que ça réduit la morbimortalité. Il faut réduire la sédentarité. Alors, il faut, là aussi, je reviens à cette nuance à faire et à expliquer aux patients. La sédentarité est différente de l'inactivité physique. L'inactivité physique, on ne remplit pas les critères de l'OMS, mais la sédentarité, c'est le fait d'être sportif, mais rester collé à son bureau plus que 7 heures par jour. Donc ici, cette diapo pour mes manteaux. Et ce que dit l'OMS, c'est très simple. Bouger autant qu'on peut, plus on le fait, mieux c'est. Donc c'est des choses simples. Et puis, ça diffère en fonction de l'âge. Les enfants, il faut qu'ils bougent 1 heure par jour. Il y a le renforcement, l'équilibre, et surtout, plus c'est mieux, tant qu'on peut, un petit peu mieux que rien. Ça c'est important, c'est des messages qui passent. Alors, dans le cadre de la sensibilisation,
notre équipe de recherche pédagogique sur l'activité physique, avec l'aide de différents experts de différentes spécialités, nous avons lancé un podcast. Vous pouvez retrouver sur le site de notre laboratoire, Physio FMP Rabat. La rhumatologie était présente avec force. On a traité pour la rhumatologie au moins 4 thèmes. Alors, mon ami Latefa Tahiri a traité l'arthrose, par exemple, et on avait pour la lombalgie, professeur Hashimlal et docteur Leila Brahim. Alors, l'idée, c'était quoi? C'est de rapporter les principales idées reçues par les patients pour chaque pathologie. Puis répondre, la réponse qui est venue par un expert qui vient dire voici, bien sûr avec un discours, un langage très simple, et on l'a fait en version dialecte marocaine et aussi en français. Alors, construire avec le patient, co-construire, c'est avec des objectifs SMART, c'est-à-dire mesurable, atteignable, quelque chose qui dit quelque chose pour le patient. Alors, mon père, par exemple, en discutant de l'activité physique, alors en lui parlant de la théorie, lui, ça lui dit rien. Alors, par contre, s'adapter à ses préférences, c'est ça ce qui marche. Là, il peut adhérer. Donc, toujours contextualiser le discours à la personne qui est devant nous. Et puis, il faudrait fixer avec des objectifs atteignables dans le temps. Alors, je partage avec vous, vous pouvez prendre des photos et j'ai mis la présentation dans l'ordinateur. Alors, il s'agit de monsieur Christophe Geoffroy. C'est mon ami Latefa Tahiri qui l'a ramené l'année dernière pour l'AMRAR. Il est revenu cette année. Et on a fait cette année un atelier pratique sur ces fiches. Alors, ces fiches, donc c'est quelqu'un qui était dans le sport haut niveau. Il était kinésithérapeute de l'équipe de football de la France qui a remporté le mondial 2018. Et là, il s'est converti dans l'éducation à la santé. Donc, il a une méthode qu'il appelle zéro TMS, zéro trouble musculo-squelettique. Alors, ce qu'il nous a montré très intéressant, ce qu'il fait avec les sociétés d'éducation, et il travaille beaucoup sur la lombalgie. La lombalgie, c'est-à-dire comment prévenir en action sur le mouvement, entre autres. Donc ici, par exemple, c'est le rituel. Il y a 4 diapos. Le rituel d'échauffement qu'on peut partager, expliquer avec les patients. Alors, il était gentil, il m'a donné l'autorisation d'utiliser ces diapos pour un colloque qu'on a fait pour les étudiants en médecine au mois d'octobre. Et c'était pour parler du mode de vie sain et rester actif. Donc ici, par exemple, pour s'échauffer, pour s'étirer, alors étirement avec d'autres postures, et ici, avec les petits élastiques de, parenthèse, Décathlon, mais pas que, qu'on met au niveau donc, du renforcement avec des petits élastiques, noir, bleu, etc., pour renforcer. Ça, c'est important parce que, comme je vous ai dit, il ne faut pas renforcer que le rachis lombaire, mais il y a les muscles pelviens qu'il ne faut pas oublier. Alors ici, bouger, c'est bouger au quotidien. Ce n'est pas uniquement le sport, nous sommes d'accord. Donc bouger, c'est-à-dire quelqu'un, une dame qui est devant vous, qui fait ses activités ménagères, c'est aussi l'activité physique. Encore faut-il faire l'activité physique de manière ergonomique. Alors ici, je profite pour remercier mes collègues, professeur Colombi, docteur El Bourabi, qui est ici en train de simuler une dame en train de faire travailler à la cuisine. Docteur, comment il s'appelle? Docteur Rahami, et puis un étudiant qui est avec nous, qui fait du très bon travail. En fait, c'était son sujet de thèse de médecine au début, et on l'a converti. Il s'est converti pour travailler sur un autre thème. Donc, on a commencé par ce programme de sensibilisation, et ça va être mis sur TikTok. Hafdu al-Adharna. Ici, par exemple, pour faire des achats. Donc, pour faire ces achats, comment les porter, etc. Comment, ici, c'est le professeur Combi qui simule une dame âgée avec
la canne, comment marcher correctement sans se baisser en ajustant la canne. Donc ça, c'est des choses très simples, il faut faire attention et ça fait partie de l'activité physique. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une ordonnance type? Au début, on était enthousiaste, sachant qu'il y a par exemple le livre de Malouane, ordonnance, sans ordonnance, différentes pathologies. Et là, il suffit de dire, d'accord, je connais le FIT, fréquence, intensité, type temps, ok. Je sais qu'il y a les trois, endurance, renforcement et étirement. Je connais un peu le lexique, la fréquence cardiaque maximale, la RPE, le one repetition maximum, la charge maximale. Donc, je connais un peu ça. OK. Je sais que la fréquence cardiaque, voici comment je la classifie. L'échelle de la perception, vitesse, etc. Charge. Donc, c'est bon, je planifie mon programme. C'est facile. Je connais l'échelle de bord. Quand est-ce que c'est intensité faible, modérée, et je sais qu'il faut être en moins modéré pour avoir de l'efficacité et de l'endurance et du renforcement. Je sais qu'il faut faire attention au risque cardiovasculaire. Je connais le test de parler pour différencier entre activité vigoureuse et activité qui n'est pas vigoureuse, qui est modérée. C'est-à-dire, je fais de la marche rapide, j'arrive à parler sans difficulté, mais j'arrive pas à chanter, ça c'est une activité modérée. Je fais de la course rapide et j'arrive pas à parler facilement, ça c'est une activité vigoureuse. Donc, on se disait au début, c'est bon, c'est classique. On a même une expérience, vous pouvez regarder, elle est très intéressante, l'Observatoire du mouvement, OM2S, et là vous avez des fiches, des prototypes. Donc on se dit, c'est bien, c'est excellent, on va s'y mettre, formation continue, et ça va marcher. On a même mis des fiches dans le cadre d'un projet d'école doctorale qui est fait par une résidente du service, Dr. Elihin. Et on s'est dit, on va prendre les pathologies ALD, on va prendre les pathologies rhumatismales, et on va faire sorte de catalogue. Par exemple, pour la lombalgie, vous pouvez scanner, ça c'est le poster qu'elle a fait pendant un colloque. Et on a FIT, fréquence, intensité, temps et type. Pour l'aérobie, c'est-à-dire pour l'endurance, pour avoir les capacités cardiovasculaires. Pour le renforcement, voici comment on fait. Pour l'étirement, voici le protocole et c'est bon. Alors, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'on est devant des patients qui ont tous le droit d'avoir une activité physique. On a des femmes enceintes, des sujets âgés, des malades chroniques, des sujets jeunes qui veulent se mettre au sport, des sujets sédentaires, des maladies chroniques, des sujets âgés. Donc, est-ce que, à votre avis, le fait de prescrire une ordonnance type basée sur ce que je vous ai montré, ça va marcher pour ces sujets âgés? Donc, ça ne marche pas bien sûr comme ça. Et c'est comme ça qu'on a développé l'idée, et avec Dr. Lhiri, en collaboration avec une équipe de psychologie, le réseau international de médecine comportementale, et aussi avec l'équipe d'INSEAD, d'ingénierie, nous sommes en train de mettre en place une plateforme, là où l'intelligence artificielle pourrait nous aider. Là où on va donner des données de patients et on va construire une sorte de base de données avec le processus de machine learning pour dire que finalement, prescrire, c'est les préférences du patient, c'est les conditions, c'est les comorbidités, c'est un tas de choses. Donc c'est un projet qui est en cours. D'ailleurs, on l'a soumis pour le projet PNARDI et on attend s'il y a un financement. L'ordonnance type, donc finalement, il n'y a pas d'ordonnance type. Il y aurait une ordonnance que je vous ai projetée, mais il faut aller au-delà, il faut personnaliser. Alors, l'ergonomie du geste sportif, ici, vous avez sur la photo, entre autres, Dr. Reisi, en train de faire la marche afghane. Ça, c'était dans le cadre de la vidéosensibilisation pour les rhumatismes inflammatoires chroniques. Nous avons une patiente experte, 2 patientes, Madame Sharqawi et Madame Shfar, pour parler il y a des techniques de marche où il faudrait les expliquer, faire de l'éducation thérapeutique. Le vélo, dire aux patients, vélo hollandais,
avec attention à la selle. J'ai dépassé. Il me reste 3 minutes. Alors, le vélo hollandais, il faut qu'il y ait de l'alignement postural. Il faut augmenter l'activité de pédalage pour ne pas résister et avoir mal au dos. Le vélo d'appart, le dos qui est droit. L'elliptique, faire une bonne coordination entre membre supérieur et membre inférieur. La natation, il faut faire attention aux papillons. Le golf, réduire le backswing de au moins 45 degrés. Le tennis, éviter le service et plutôt le terre battu qu'un stade normal. Donc, mais au-delà de ces exemples, de quelques conseils qu'on donne aux patients, il y a beaucoup de sports. Donc, il faudrait bien qu'on maîtrise plus comment expliquer aux patients les facteurs de risque, comment expliquer la chaussure de tennis, de football, la chaussure de la course. Et c'est l'objet de la thèse. Donc, je vous ai dit de M. Choumi Ayoub, au début, il a commencé sur l'ergonomie du dos, activité de tous les jours. On a enregistré des choses à la maison, etc. Mais on a trouvé qu'il s'intéresse à la musculation. Donc, on a profité. Et là, il a switché depuis l'ergonomie classique à l'ergonomie du geste sportif. Alors, vous pouvez scanner j'ai mis à la fin pour dire que musculation, comment faire les différents types de musculation. Alors, vous pouvez scanner si vous voulez, sinon j'ai laissé guide ergonomique de la musculation, puis guide ergonomique de la natation. Alors, jusqu'à un certain moment, vous savez qu'il y avait 4 types de nage. Il y en a 5 parce qu'il y a la 5e qui est celle du sauvetage. Il n'est pas connue. Donc, le crawl, OK, mais faites attention, la position entre la tête et le pelvis. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais vous pouvez, en scannant, regarder tout ça. Juste pour vous dire qu'on a encore beaucoup de choses à faire ensemble. Et parmi les projets qui sont pris par la SMR, c'est faire des recommandations nationales de l'activité physique adaptée sur 4 thèmes: RIC, arthrose, lombalgie, ostéoporose et peut-être l'arthrite hépatique juvénile. Je vous remercie. Alors, désolée d'avoir dépassé. Bravo Hanan pour cette belle présentation. Tu as fait le tour des différentes activités physiques adaptées et sports, notamment les sports qui font du bien et à l'esprit et au corps. Mais si je dois retenir un sport qui est accessible ou une activité physique, quel que soit le niveau socio-économique et quel que soit nos moyens, c'est la marche. La natation en mer, il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'aller à la piscine, de la payer, donc ils peuvent nager. Nous avons 2 mers, l'Atlantique et l'autre mer, c'est la Méditerranée. Et donc, il y a aussi activité physique, se faire plaisir, même à domicile, en faisant du ménage, en faisant... Ah oui, tout à fait, se faire plaisir, c'est toujours le plaisir, le corps et l'esprit. Donc, l'essentiel, c'est de bouger, et de bouger à sa guise, et se faire plaisir. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Si vous permettez, professeur Lapassi, et à mon tour, je remercie professeur Kane pour cet exposé très bien détaillé. Et bien sûr, vous l'avez dit dans votre présentation, il y a une notion qui commence un petit peu à prendre de la place, c'est la préférence du patient. Donc là, on n'est plus dans l'evidence-based medicine qu'on a l'habitude. Maintenant, l'evidence-based medicine fait une partie de la practice-based medicine. Donc, on a tout ce qui est, comme vous avez dit, la partie théorique, et c'est-à-dire là, les articles, les études et tout. On a l'expérience également. Là, vous avez montré votre grande expérience par rapport à l'activité physique et les différents projets que vous avez menés au sein de votre service. Et là aussi, à la dernière partie qui est la préférence du patient. De plus en plus, on reçoit des patients qui vous demandent, moi, je veux pas de médicaments. Moi, j'ai arrêté de prendre des médicaments. Moi, je veux bouger. Au même, ce que vous avez dit par rapport au sport, il y a en fait
si je peux me permettre, différentes catégories de patients. Il y a des patients qui sont sportifs, qui sont addicts au sport. Le jour où ils font des lombalgies, ils passent à la chronicité, ils commencent à déprimer, ils font des dépressions parce qu'ils n'arrivent plus à courir. Ils font des semi-marathons, etc. Ils ont mal. Il y a aussi comme vous avez montré, l'échauffement, etc. Il y a des choses qu'il faut maîtriser. Si quelqu'un commence à faire des semi-marathons, etc., il fait pas attention. Il fait du renforcement, etc. Des fois, ils font beaucoup de tendinite des ischio-jambiers, mais proximales, avec des fascialgies, pas les tendinites ischio-jambiers là au niveau du genou, mais ils font des fascialgies au niveau des insertions, au niveau des ischions. Ils font des douleurs là parce qu'ils ont maltraité leurs ischio-jambiers. Donc il faut les mettre sur les bonnes rails, mais il faut aussi être patient pour récupérer une bonne activité physique et éviter justement de tomber dans ces problématiques de décompensation au niveau de certains muscles. Il y a aussi beaucoup de gens, surtout dans le domaine médical. Là, on a fait des études très longues, après internat, résident, etc., etc. On arrive quarantaine, cinquantaine, et on commence à faire vraiment de l'activité physique intense, vraiment intense, et on commence à avoir vraiment des dégâts dans ce sens-là. Écouter son corps. Hein? Oui, bien sûr. Mais là, on est très ambitieux. On veut pas écouter notre corps. On a des douleurs, mais on continue à forcer. On veut courir, on veut faire. Surtout les hommes, la crise de la quarantaine ou la cinquantaine, c'est les hommes. D'accord, donc on est bien d'accord là-dessus. Donc il y a aussi les lombalgies classiques, comme vous avez dit, sédentaires, etc. La chronicité, là on est vraiment dans des lombalgies chroniques. Et là, il y a l'activité physique adaptée. Vous avez mis la kinésithérapie aussi. Donc, il faut essayer de chercher un traitement un petit peu, comme on dit toujours, multimodal. Essayer d'orienter les patients. On a aussi le côté médicamenteux. Vraiment, c'est un sujet très, très complexe. Parce que là, les patients, ils ont tendance à chercher l'indolence rapide. Si vous donnez, des fois, vous trouvez des prescriptions avec corticoïdes, anti-inflammatoires, injections, infiltration, etc. Le patient, il se sent un petit peu mieux, il retombe dans la douleur chronique. Et là, quand vous proposez de faire de la kinésithérapie, c'est quelque chose de très long. Il se soulage un peu après les premières séances de physio. Ils arrêtent les séances. Ils reprennent leurs activités, ils refont des douleurs encore une fois. Donc, c'est l'importance aussi de l'éducation thérapeutique et aussi convaincre, il faut discuter avec le patient et qu'il soit convaincu de ce protocole de rééducation et de prise en charge de sa lombalgie pour qu'il puisse adhérer et avoir les meilleurs résultats. Je crois que c'est vraiment un sujet qui prend beaucoup d'ampleur et qui nécessite vraiment qu'on se concentre sur sa prise en charge. Merci beaucoup. Tout à fait d'accord avec vous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On est vraiment, c'est des sujets tous pertinents, mais on est vraiment en retard, donc on appelle professeur Zahir. Merci beaucoup, professeur.